Bien, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre toujours plus nombreux pour ce nouveau webinaire du Centre d'excellence troubles du neurodéveloppement iMind qui porte sur l'employabilité des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement sévères. En effet, le modèle qui domine dans les établissements médico-sociaux souvent limite les personnes qui ont un TND sévère, notamment un TDI, à des activités qui restent occupationnelles, partant du postulat qu'elles ne peuvent pas travailler dans ces formes sévères. Pourtant, un certain nombre d'initiatives prouvent que grâce à la formation des professionnels, à un accompagnement adapté et patient, l'insertion professionnelle est non seulement possible, mais accessible et bénéfique pour tous. Ce webinaire va donc mettre en lumière le formidable travail de l'association Vivre et Travailler Autrement, qui a développé une méthodologie innovante qui a déjà permis d'inclure dans le travail une cinquantaine de personnes. Alors, pour nourrir le débat et guider notre réflexion, nous avons 4 invités. Tout d'abord, Marilyn Causse, qui est directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement, ainsi que Sandrine Raymond, qui en est la chef de projet. Anne Duchamp et Christine Célio qui travaillent sur le pôle HUA10 au centre hospitalier Le Vinatier. Avant de leur laisser la parole et de les laisser débattre, quelques petits mots sur le déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, vous allez assister à une discussion entre nos 4 intervenantes qui va durer une trentaine de minutes. Suivra secondairement un temps d'échange. Pendant ces temps de présentation, je vous remercie de garder bien vos micros coupés. Si vous avez des questions pendant les présentations de nos intervenantes, n'hésitez pas à les poster dans le chat et à la fin de leurs interventions, nous vous donnerons la parole. Pour finir, ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, nous vous demandons de bien vouloir couper votre caméra. Vous retrouverez très vite l'enregistrement complet de cette conférence sur notre chaîne YouTube et donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nos différents réseaux pour vous tenir au courant de notre actualité et je laisse donc la place à nos intervenantes. Donc, je pense que je prends le relais. Marilyn Causse, je suis la directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement. Donc, cette association, elle a été créée par Jean-François Dufresne, un ancien dirigeant du groupe Andros, qui est concerné par l'autisme parce qu'il a un fils autiste avec déficience intellectuelle et qui ne communique pas du tout à l'oral. Il a souhaité développer ce système d'inclusion. Alors, je vois que là, mes slides ne passent pas, mais je vais y aller en live. Ce système d'inclusion en entreprise à mi-temps, en milieu ordinaire, et à côté de ça, une partie inclusion au sein d'un habitat qu'on appellera aujourd'hui inclusif ou partagé, pour que les collaborateurs puissent avoir une prise en charge dans l'ensemble des domaines de leur vie. On va se concentrer aujourd'hui sur l'inclusion professionnelle, effectivement. Donc, le premier groupe à s'être lancé dans cette aventure, c'est le groupe Andros, en Eure-et-Loire. Et donc, il y a 10 ans, en 2014, des collaborateurs autistes qui avaient une orientation maison d'accueil spécialisée, foyer d'accueil médicalisé ou foyer de vie ont pu intégrer ce dispositif avec les méthodes d'accompagnement que l'on connaît en France maintenant et recommandées par la Haute Autorité de Santé, mais qui, il y a 10 ans, était très à la marge en France. Et donc, sur ce temps, l'association Vivre et Travailler Autrement accompagne les entreprises pour identifier des postes de travail qui peuvent correspondre aux compétences généralistes de ces personnes autistes et vont par la suite en fait décliner des process de poste qui permettent la compréhension de ces personnes. C'est-à-dire que sur des process de poste qui sont écrits et très complexes, on va utiliser les pictos, les photos ou les vidéos, voilà, pour décliner la communication et que la personne autiste comprenne exactement ce qui est attendu d'elle dans l'entreprise. À côté de ça, elle va avoir un accompagnement éducatif dans l'entreprise, un accompagnement qui est pérenne du un pour un à l'inclusion de la personne et elle va pouvoir être accompagnée pour pouvoir être autonome au poste de travail, pour pouvoir circuler.
Donc ce dispositif qui a été créé il y a 10 ans, il a fait ses preuves chez Andros et puis on a été accompagné par les différents gouvernements successifs pour faire de l'expérimentation en France et d'essaimer ce projet dans d'autres entreprises, toujours accompagné sur chaque territoire par les agences régionales de santé et les conseils départementaux sous forme d'expérimentation. Donc, on a pu avancer avec des groupes comme le groupe LVMH, le groupe L'Oréal, le groupe Barilla, dans différents territoires et à chaque fois rentrer dans des cadres juridiques et financiers différents. On parle là de dispositifs expérimentaux, mais qui sont rentrés à chaque fois voilà, dans des cadres spécifiques comme une masse hors les murs, un ESAT hors les murs, etc. L'idée, c'était essentiellement d'avoir à disposition une équipe éducative, peu importe le format. Cette équipe est formée aux troubles du neurodéveloppement, à l'autisme et à l'inclusion en milieu ordinaire. Toujours un porteur médico-social local du département, comme plein d'associations que vous connaissez, l'ADAPI, les PEP, la Nouvelle Forge, etc. Et nous, VETA, on fait de l'ingénierie de projet auprès de l'entreprise et auprès de ses porteurs médico-sociaux pour comprendre cette démarche, cet accompagnement qui va se faire au sein de chaque site. Bien entendu, avant chaque inclusion, il va y avoir une formation de l'entreprise à comment je communique avec un collaborateur qui ne communique pas forcément à l'oral. Qu'est-ce que c'est que l'autisme? Comment on motive un collaborateur autiste avec déficience intellectuelle, comment on peut parler de productivité, etc. Et qu'est-ce que l'on met en place pour que cette personne autiste puisse travailler et s'épanouir au travail. Donc, bien entendu, pour accompagner l'ensemble de cette démarche, VETA a, au sein de l'association, des chefs de projet qui vont accompagner l'ensemble des partenaires du territoire. Aujourd'hui, donc, on est, nous, VETA, au sein de plusieurs entreprises. Donc, on est sur 3 sites L'Oréal, on est chez Guerlain, on est chez 2 sites Dior, on est chez Barilla dans l'Indre, on a 2 sites Andros. On continue d'essaimer parce qu'aujourd'hui, le dispositif d'emploi et d'habitat pour autistes dits entre guillemets sévères avec déficience intellectuelle a été inscrit dans la stratégie troubles du neurodéveloppement 2023-2027 comme maintenant une mesure qui devient une priorité nationale. Donc, on est passé de l'expérimentation au modèle. Cette mesure, c'est la mesure 63 de cette stratégie qui a été validée la semaine dernière au comité interministériel du handicap et qui va voir sortir une instruction dans les quelques jours qui viennent, qui va demander à l'ensemble des départements de France de mettre en place un dispositif pour 7 à 10 personnes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on a fait 10 ans d'expérimentation. On a prouvé que des personnes autistes avec déficience intellectuelle qui étaient considérées comme totalement inemployables et essentiellement orientées sur des établissements médico-sociaux occupationnels, pouvaient tout à fait, avec des méthodes d'accompagnement spécifiques reconnues par la Haute Autorité de Santé, être en milieu ordinaire de travail. On parle de personnes qui vont signer un CDI et qui vont avoir les mêmes droits et les mêmes salaires que n'importe quel salarié au même poste dans ces entreprises. Donc, on ne parle pas du tout voilà, de travail adapté ou de l'ESAT. On parle vraiment de collaborateurs qui vont être des collaborateurs des entreprises au même titre que n'importe qui, mais qui vont bénéficier de structuration de leur poste de travail et d'un accompagnement éducatif. Donc, on est assez fiers de ça parce que voilà, ce n'est plus une expérimentation maintenant, c'est une priorité nationale et on va voir ces dispositifs essaimer un peu partout en France. Je vais laisser la parole à Sandrine Raymond qui va vous expliquer comment un chef de projet de l'association Vivre et Travailler Autrement accompagne les partenaires d'un territoire pour pouvoir dupliquer ce modèle et mettre en place la méthodologie qu'on appelle la méthodologie VETA, Vivre et Travailler Autrement.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sandrine Raymond, chef de projet chez Vivre et Travailler Autrement. Et nous sommes, en tant que chef de projet, en charge de mettre en œuvre sur le terrain l'essaimage et le déploiement de notre méthodologie auprès, donc sur les territoires qui ont les entreprises et les porteurs médico-sociaux qui interviennent. Dans un premier, en fait, nous avons quatre pôles. Nous intervenons avec des temporalités différentes puisque nous intervenons auprès des entreprises, auprès des autorités de tarification et ensuite auprès des bénéficiaires, des futurs bénéficiaires et de leurs familles, et également de la mise en place de l'habitat. Donc nous, notre rôle, c'est de veiller à mettre en œuvre la méthodologie et l'ingénierie de projet dans la construction sur chaque territoire, en fonction de chaque spécificité des parties prenantes, et ensuite de garantir le suivi de cette méthodologie tout au long de la vie professionnelle de la personne, du collaborateur autiste qui interviendra donc en milieu ordinaire. Nous intervenons auprès des entreprises dans un premier temps pour réaliser des études de faisabilité. L'étude de faisabilité, c'est une étude des postes de travail, au même titre que n'importe quel poste de travail. L'entreprise a un besoin en recrutement et nous venons avec notre personne ressource dédiée TSA pour analyser les postes de travail, en identifier les particularités, les besoins nécessaires en termes de savoir-faire, savoir-être et environnement de travail. Euh, sur cette partie-là, on n'a que 10 minutes, donc je vais être assez succincte, puisqu'on a la mise en place, bien sûr, de la collaboration avec l'entreprise. En amont, nous préparons l'étude de faisabilité. Les interlocuteurs sont désignés aussi dans l'entreprise pour que nous ayons des coordinateurs et des personnes qui sont en lien avec nous pour mener cette étude de faisabilité. Et ensuite, qui seront également nos interlocuteurs lorsque nous construirons l'inclusion des futurs collaborateurs autistes dans leur entreprise et le suivi de ces personnes dans le cadre de la période qu'ils auront et ensuite la signature de leur CDI et en suivant. En parallèle de ça, nous rencontrons et nous présentons le projet aux autorités de tarification, donc, conjointement ou en suivant les interventions que notre directrice Marilyn Cos mène dans le cadre du développement et de l'essaimage, nous répondons aux questions, aux obligations et nous présentons notre méthodologie VETA et l'ingénierie de projet à chacune des parties prenantes. Donc là, ça va être les autorités de tarification et en suivant, nous sommes en lien pour identifier et participer en tout cas au choix du porteur médico-social qui va être l'interlocuteur avec l'entreprise qui portera donc le projet dans le cadre du recrutement des futurs collaborateurs et avec qui on sera en lien sur le territoire. Également, en parallèle, nous participons au choix des différentes associations qui vont pouvoir porter la construction de l'habitat, puisque nous allons travailler avec les collaborateurs autistes sur leur intégration en milieu ordinaire dans l'entreprise. Ils travaillent le matin, ils sont à temps partiel, donc ils travaillent 17h50 le matin en règle générale. Après, c'est en fonction aussi des besoins des entreprises. C'est pour ça que je reste assez large sur l'explication. Et l'autre partie de leur temps, à l'habitat, ils travaillent avec les personnes de l'encadrement du porteur médico-social sur toutes les habiletés sociales qu'ils doivent développer dans leur vie quotidienne pour les emmener vers l'autonomie. Nous travaillons sur ces points-là avec le porteur médico-social qui accompagnera les collaborateurs autistes, puisqu'ils vont devoir constituer leur équipe d'encadrants, de personnes encadrantes. Nous intervenons avec conjointement l'organisme de formation Formavision pour former les collaborateurs encadrants des porteurs médico-sociaux, pour former les personnes qui vont accompagner les personnes autistes dans notre méthodologie et dans l'utilisation des outils qui est proposée par la méthodologie VETA.
Enfin, nous intégrons la partie suivi de projet. Donc, suivi de projet, ça va être dès lors que nous avons travaillé avec les MDPH pour participer au choix des adultes autistes qui viendront intégrer le dispositif. Nous nous occupons de suivre le projet et d'être garant que la méthodologie soit bien appliquée. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais lorsque nous participons au choix des personnes autistes, nous le faisons conjointement avec la MDPH ou en fonction aussi des différents bassins d'emploi et de comment cela fonctionne sur le territoire. En tout cas, nous avons un critère de choix qui est assez simple. Ce sont des personnes qui ne sont pas destinées à travailler au départ. Nous demandons à ce qu'il y ait un bilan qui soit fait, posé, en tout cas d'autisme sévère avec déficience intellectuelle. Et ensuite, nous avons besoin d'un certain nombre de bilans sensoriels. Ceci pour pouvoir mettre en lien avec l'environnement dans lequel ils vont être et pour pouvoir adapter les postes de travail en fonction des spécificités. C'est-à-dire que le recrutement que l'on fait des collaborateurs va être en fonction d'un besoin d'entreprise et nous allons recruter les personnes aussi par rapport à leurs spécificités, leurs particularités, leurs préférences, au même titre que les savoir-faire qu'ils vont pouvoir transférer par rapport à justement ces spécificités ou ces préférences et les savoir-être. Voilà, nous sommes sur un recrutement qui est, je dirais, enfin, j'aime bien dire, comme tout recrutement finalement. Quand on recrute quelqu'un, on va recruter un savoir-faire, un savoir-être, du potentiel également. Ici, on intègre simplement également aussi les particularités, les spécificités de la personne pour adapter nos différents outils, les pictogrammes dont parlait tout à l'heure Marilyn, et la méthodologie pour pouvoir l'individualiser et adapter le poste de travail en fonction. Voilà pour ma part. Je vous remercie. Alors, on va peut-être prendre le relais. Donc, moi, je suis Anne Duchamp, je suis cadre supérieur de santé sur le pôle autisme, neurodéveloppement et inclusion sociale sur l'hôpital du Vinaquier. Et je suis accompagnée du coup de Christine Célio, qui est monitrice éducatrice sur la maison d'accueil spécialisée Maurice Beaujard. Alors, le pôle HUADI s'est spécialisé dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes qui souffrent d'un trouble du neurodéveloppement associé à un trouble du développement intellectuel. Et les principes globalement d'accompagnement de notre pôle sont basés sur l'inclusion. Et c'est vrai que quand on a eu une présentation du projet VETA, eh bien, on doit dire que nous avons été séduites par cette initiative. On a pris contact avec Marilyn Kos pour échanger sur ce projet. Et donc, c'est comme ça que notre aventure a débuté. Alors, nous, on n'est encore pas arrivé au bout du process. On est au début d'aventure. Mais pourquoi on a été séduite? D'abord parce qu'elle vous l'a dit, la méthodologie a été expérimentée. Elle ne l'a pas dit, mais il y a plus de 50 collaborateurs qui ont intégré les entreprises. Et c'est vrai que pour nous, c'était important de s'associer à un dispositif qui avait déjà expérimenté une méthodologie solide. Voilà, donc c'est pourquoi on a fait ce choix-là. Ça ouvre aussi des perspectives, c'est-à-dire que le professeur Demilly vous l'a énoncé au départ, les personnes qui intègrent des maisons d'accueil spécialisées sont souvent sans parcours possible, sans perspective possible. Et c'est vrai que cette perspective de pouvoir intégrer une entreprise et un logement, eh bien, ça nous paraissait vraiment intéressant de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique d'inclusion sociale. Donc,
on a commencé à former nos collaborateurs et Christine va plutôt va vous décrire un petit peu, voilà, en tant que professionnelle, qu'est-ce que ça peut apporter. Mais moi, je dois dire quand même que déjà, sur un plan managérial, ça suscite un engouement. Les techniques qui ont commencé à être apprises sont déjà à l'œuvre dans la structure. Et c'est vrai qu'on observe déjà les premiers gains, bénéfices pour les résidents. Au niveau des familles, c'est vrai aussi que certaines familles qui ont entendu parler du projet sont assez intéressées pour que leurs proches puissent aussi bénéficier de cet accompagnement dans l'espoir de pouvoir avoir une vie comme tout un chacun, avec un logement, avec une place enfin, dans le travail et donc avoir une utilité sociale. On a eu quelques témoignages de familles qui nous disaient que jusqu'alors, leurs proches étaient plutôt considérés comme dans l'incapacité de recourir à ce dispositif. Donc, ça suscite beaucoup d'espoir aussi chez les familles. C'est important. Et puis, je dois dire aussi que sur un plan managérial, le secteur médico-social traverse quand même des difficultés. Et c'est aussi pour nous peut-être la porte de la rénovation du secteur, c'est-à-dire que inscrire des personnes dans un parcours de vie pour que ça devienne une étape en fait de la prise en charge dans une structure spécialisée pour un avenir meilleur, eh bien, c'est challengeant et c'est plutôt encourageant. Je vais céder la parole à Christine qui va pouvoir vous expliquer voilà, comment elle vit ça avec ses collègues, ce projet, comment elle commence à mettre en pratique ce qu'elle a appris et les perspectives que ça peut ouvrir de son point de vue. Bonjour, bah oui, effectivement, c'est sûr que les personnes que nous accompagnons sont souvent à nous dire qu'elles aimeraient pouvoir travailler, avoir un appartement. Elles ont cette envie de se projeter comme ça dans leur vie. Et c'est vrai que nous, avec la formation qu'on a pu déjà commencer, on a déjà mis en place des techniques qu'on a pu appréhender, comme par exemple utiliser les Pictos pour programmer leur journée, l'organiser. On est en train aussi de mettre en place des espaces pour pouvoir travailler, soit des petites habilités qu'ils pourront ensuite reproduire dans leur quotidien. Donc, ça peut être des toutes petites choses, mais qu'ils vont pouvoir s'approprier et reproduire ensuite en autonomie. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite pour eux. C'est vrai que nous aussi, en tant que professionnels, c'est un challenge aussi parce que ça nous remobilise, ça va nous obliger à mobiliser ces nouvelles compétences-là aussi. Et puis, pour la projection des personnes qu'on accompagne, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose de challengeant pour eux, pour nous, et on a envie de les porter dans cette direction-là. Alors, c'est un gros travail, hein, mais c'est très motivant et puis, je pense qu'on est quand même dans la bonne direction, on est sur une bonne voie. Ils sont en tout cas, eux, très intéressés par ce qu'on leur propose. Donc, ça montre aussi qu'ils ont cet enclin à vouloir progresser. Et du coup, on les porte pour ça aussi. Mais c'est eux aussi qui nous portent parce que leur élan à vouloir le faire se partage, en fait. Après, ça a un intérêt aussi pour l'ensemble des personnes. On a une structure de 40 places et c'est vrai que le fait de structurer leur quotidien, leur environnement, eh bien, on observe que ça participe de l'apaisement, ça participe de l'autonomie. Ouais. Et c'est vrai que eh bien, c'est bénéfique aussi dans la prise en charge et l'accompagnement de l'ensemble des résidents. Tout à fait. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que les familles sont, comme le disait Madame Duchamp, c'est qu'en fait, les familles sont très désireuses de cet espoir pour leurs proches, qu'ils puissent travailler, avoir une vie comme tout le monde. Et aussi bien les résidents que leurs familles comptent sur nous
Donc voilà, donc c'est vrai que ça nous met aussi un petit peu plus de challenge là-dedans. Mais c'est vrai que souvent, ils nous demandent, les familles, et mon fils et ma fille, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Ils sont toujours surpris de ce que nous, on peut leur faire comme retour, leur capacité, leurs compétences aussi, hein, que des fois, ils n'ont pas pu observer et que nous, on arrive un petit peu à développer, mettre en exergue. Et du coup, c'est très valorisant pour les résidents qu'on accompagne. Au niveau de leur estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et les tout petits progrès qu'ils peuvent faire, c'est toujours important de les valoriser, de leur dire, et eux-mêmes, ils en sont très fiers. Donc, s'il y a une progression et s'il y a cette possibilité d'un travail plus tard, d'un appartement inclusif ou partagé, et ben, ce sera vraiment formidable pour eux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère pour eux, en tout cas. Voilà, je ne sais pas Oui. si vous avez, si Marilyn, tu veux rajouter quelque chose? Juste pour préciser que la formation que vous avez suivie est une formation qui est sur l'ensemble de nos dispositifs en amont des inclusions et qui est aujourd'hui donnée par l'organisme Formavision qui a créé des modules spécifiques voilà, pour pouvoir accompagner les personnes euh, autistes sévères avec déficience intellectuelle vers le milieu ordinaire, que ce soit du côté emploi ou du côté habitat. Voilà. Alors c'est vrai que quand on s'est rencontrés, Marilyn, et qu'on a exposé le projet après à nos collaborateurs, euh, aux professionnels, la première réaction, c'était plutôt le scepticisme, voire voilà, le doute, parce que effectivement, ils se disaient, mais enfin, comment ils vont pouvoir faire pour tenir un travail en milieu ordinaire, même si on les accompagne. Voilà. On est parvenu à les convaincre, on leur a montré aussi un des films Mm. de personnes qui ont cheminé vers un emploi. Et puis, les premiers éléments de mise en pratique de la formation, eh bien, ils se sont dit, ça doit être vrai parce que on commence déjà à voir Mm. le changement de comportement, d'attitude de certains résidents. Et donc, aujourd'hui, ils sont plutôt fiers de pouvoir s'inscrire dans cette perspective. Et c'est vrai que, eh bien, cette rencontre, pour nous, c'est vraiment, ça a vraiment été une chance et une aventure incroyable. Ouais. Super. J'ai commencé à lire les questions qui se posaient. Donc, dans les premières questions, il y avait comment on peut trouver des entreprises et motiver des entreprises. Les entreprises, elles, parmi leurs besoins, peu importe le handicap, ce qu'elles ont besoin, c'est d'être étayées. En fait, les entreprises, elles ont la volonté d'employer, même si on pense beaucoup le contraire dans les représentations. Les entreprises, elles ne connaissent pas le handicap. Ce dont elles ont besoin, c'est qu'on puisse les accompagner. Donc ça, c'est effectivement une force chez nous, Veta, notre président étant un ancien directeur du groupe Andros, où on a beaucoup appris à travailler au sein des entreprises et de parler leur langage. Le souci, souvent, c'est la différence entre le langage médico-social et le langage de l'entreprise qui ont du mal à se retrouver et à se croiser. Donc, convaincre les entreprises, c'est de leur dire surtout, ne vous inquiétez pas, vous allez être accompagnés, vous allez être formés, vous aurez des éducateurs au sein de votre usine qui vont accompagner ces personnes autistes, mais qui vont aussi répondre au quotidien aux questions que vos salariés se posent. Et c'est ça qui fait qu'une entreprise, elle accepte de se lancer dans cette aventure, dans la théorie et dans la pratique. Cette entreprise, elle va être guidée sur le choix des postes, comment on aménage les postes, etc. Et puis, elle va être formée elle-même à comment je peux travailler avec ses collaborateurs spécifiques. Alors, Euh, merci à toutes les quatre pour votre intervention. On va passer à la période de questions. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions dans le chat, hein. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. On va commencer par faire le point sur les questions qui ont déjà été posées durant les présentations. Et puis ensuite, si certains d'entre vous veulent intervenir librement avec nos intervenantes, ce sera possible. Alors, avant de commencer, moi, j'avais deux petites questions.
voilà, des petites questions qui sont un petit peu toutes simples, mais quel est le bénéfice pour l'entreprise finalement? Parce qu'on entend parler de motivation, les entreprises sont guidées, les entreprises sont très aidées par le dispositif, mais c'est difficile d'employer une personne qui a un TND sévère. Ça demande quand même de la patience, beaucoup d'adaptabilité. Et finalement, la première question qui vient à l'esprit, c'est alors du côté de l'usager, on a bien compris le bénéfice, mais du côté de l'entreprise, quel retour ils vous font et quelle plus-value pour eux finalement qui peut les motiver? L'un des premiers bénéfices de l'entreprise, c'est d'avoir un projet fédérateur au sein de l'entreprise, parce que ces projets, on va les travailler du directeur de l'usine à l'ouvrier de chaîne et tout le monde va s'investir dans un projet humain. Tout nous le renvoie que c'est très bénéfique dans l'engagement d'une entreprise sur un projet de société. On a fait une mesure d'impact voilà, sur les différents bénéfices de l'entreprise. C'est aussi apprendre à recruter différemment. On sait qu'il y a plein de métiers qui sont en tension, plein de besoins des entreprises auxquels elles n'arrivent pas à répondre. Et c'est aussi les accompagner sur un recrutement différent, parce que pour le coup, on ne va pas avoir du tout un recrutement classique avec un entretien dans un bureau. Donc, on va accompagner ces entreprises aussi à réfléchir différemment sur comment recruter des talents. Euh, L'entreprise, par rapport à l'autisme en particulier et l'autisme sévère, ce qu'elle va rechercher, et c'est pour ça qu'on nous retrouve aussi beaucoup dans le luxe et l'ultra-luxe, ce sont des talents de ces personnes autistes qui peuvent être des contraintes peut-être quelquefois dans le quotidien personnel, mais si je fais avec toute attention de la caricature sur des personnes qui vont aimer ce qui est structuré, qui est minutieux, etc. Ce qu'on retrouve énormément dans une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est très structuré et structurant. Donc, en fait, ce sont des collaborateurs qui ont des talents très spécifiques et qui sont recherchés par les entreprises dans le fait qu'on aime les choses ritualisées. Il y a plein de choses ritualisées dans les entreprises. Donc, en fait, c'est une adéquation entre un besoin de l'entreprise et des compétences de la personne autiste. Au-delà de ça, tout nous renvoie qu'il y a un vrai bénéfice sur recruter d'autres salariés parce que les salariés de l'entreprise deviennent fiers de l'engagement de leur entreprise dans la diversité et le handicap. Donc en fait, ça fait un sentiment d'appartenance aussi pour l'entreprise. On a la situation sur le département du 28 où on a trois entreprises et une énorme entreprise qui s'est construite en face et qui essaye d'obtenir des salariés de l'entreprise. Et certains salariés ont dit, moi, je reste dans cette entreprise parce que mon entreprise s'est engagée dans ces sujets de diversité. Donc en fait, il y a plein de bénéfices secondaires pour l'entreprise au-delà des compétences réelles qui sont recherchées de la personne autiste, mais voilà, qui peut porter ses fruits. Et Alors, pour compléter ah, ce que dit Marilyn, juste très rapidement, pour être très terre à terre, on a une réduction du turnover. Le souci des entreprises en règle générale, c'est le turnover et les problématiques de recrutement. On a des entreprises qui font, avec lesquelles on est en lien actuellement, qui sont des entreprises qui ont du mal à recruter, et je le sais puisque j'ai auparavant travaillé dans le travail temporaire sur différentes activités. Et on retrouve ces entreprises-là, celles qui emploient du personnel intérimaire et qui ont du mal à stabiliser leurs équipes. Un travailleur autiste va permettre de réduire aussi le turnover dans l'entreprise. Une fois que le temps passé accordé à cette formation-là, la personne va être fiable et on a des personnes autistes qui peuvent remplacer le poste de trois intérimaires. L'intégration des personnes autistes avec l'utilisation des pictogrammes dans l'entreprise permet de faire gagner du temps à l'entreprise dans les accueils qu'ils font, les accueils au poste de travail et les accueils sécurité qu'ils font pour leur personnel temporaire. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. alors, j'ai une autre petite question, mais je vais vous demander des réponses courtes, les unes et les autres, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions dans le chat. Est-ce que ça améliore aussi le turnover du côté médico-social? Parce que c'est vrai qu'on s'affronte à une crise majeure du secteur aujourd'hui, avec des structures qui n'arrivent plus à recruter ou quand elles recrutent, il y a un turnover très important. Est-ce que ce type de projet innovant fidélise aussi les professionnels du côté médico-social?
On a les deux pendants, c'est-à-dire que quand on ouvre un dispositif, alors même si on s'est beaucoup amélioré sur le recrutement des travailleurs sociaux qui viennent sur ces dispositifs, parce que, comme l'expliquait un peu Anne tout à l'heure, c'est quelque chose de super, de se former, etc. Mais c'est très exigeant et les méthodes sont très exigeantes et rigoureuses. Donc en fait, oui, ça permet de fidéliser les professionnels médico-sociaux parce qu'ils vont pouvoir bénéficier de ces formations, mais en fait, on voit bien que dans le recrutement initial, il faut annoncer tout de suite la couleur sur la rigueur qui va être nécessaire pour pouvoir rentrer dans ce type d'accompagnement. Donc, de façon générale, on a plutôt des équipes qui arrêtent de tourner, mais on le voit sur certains territoires, ça reste compliqué de recruter et aussi compliqué de faire comprendre que c'est possible pour ces personnes autistes d'aller vers le travail. Donc, il y a tout un changement de paradigme à accompagner au-delà de la formation elle-même. Voilà, mais de façon générale, de façon globale, oui, ça permet de mieux fidéliser parce que ce sont des projets inspirants. Le fait d'accompagner une personne en milieu ordinaire, c'est très différent que de rester dans la même institution médico-sociale tout le temps. Ça bouge tous les jours. Question d'Hélène Guignard qui demande vivre et travailler autrement, c'est dans quelle région? Alors, nous, notre siège, il est à Paris, mais en fait, aujourd'hui, on est sur départements, une dizaine de départements différents, mais on est amené à intervenir n'importe où. Donc, on peut nous contacter de n'importe quel territoire pour venir étudier un projet. Est-ce qu'on peut avoir, c'est Isabelle Grigny qui pose la question, un exemple concret d'un poste qui aurait pu être adapté pour une personne autiste? Un Mhm. exemple concret. Si on prend l'exemple de l'agroalimentaire, bah, dans les entreprises, on va étudier des postes qui peuvent être simplement à la chaîne. Là, chez Andros, je prends des yaourts pour faire des panachages de goût, citron, vanille, etc. Je les mets dans des petits cartons. Voilà, ça peut être, je suis au laboratoire, je teste la densité des yaourts et les moisissures des yaourts. Ça peut être à la pesée. Chez Andros, il y a à la pesée des matières chocolat et vanille. Donc, bah, je prends des matières que je pèse avec une machine qui identifie le grammage. Ça peut être en fait énormément de postes. Ce qu'on va éviter comme poste, c'est plutôt les postes où il y a des prises d'initiative ou des jugements et qui vont mettre en difficulté la personne autiste par rapport à sa structuration. Alors, une question qui est posée par Hélène Guignard à nouveau, c'est est-ce que les méthodes que vous utilisez sont les méthodes recommandées dans Ce sont l'autisme? que les méthodes recommandées. Du matin où la personne autiste se lève ou au soir où la personne autiste se couche, elle sera accompagnée par les méthodes dont elle a besoin et de façon personnalisée, recommandées par la Haute Autorité de Santé. Et on ne s'appuie que sur l'évolution des neurosciences. Alors, on a Thibaut Cornemou qui pose une question sur le type d'habitat. Euh, Parce qu'il s'agit donc d'un encadrement qui reste médico-social, avec finalement une absence de séparation entre le travail et la vie personnelle. Et pourquoi ne pas avoir favorisé un système d'assistance personnelle pour pouvoir vivre en logement autonome prioritairement? Pourquoi Mhm. avoir fait le choix de maintenir un accueil médico-social pour la partie logement et si je comprends bien la question, ne pas avoir été jusqu'au bout de l'inclusion complète? Bah parce qu'en fait, alors ce ne sont pas des habitats médico-sociaux puisque les collaborateurs gagnent un salaire et donc on va être locataires de leur logement. Ils ont des interventions à leur domicile qui leur permettent de devenir autonomes. Ce sont plutôt des habitats partagés ou inclusifs, mais les habitats partagés ou inclusifs ne sont pas des habitats médico-sociaux, hein. Ça peut être créé par des familles ou etc. Les logements sont des logements de bailleurs sociaux comme on peut avoir comme vous et moi, sauf qu'ils vont être regroupés pour que les équipes qui interviennent puissent intervenir plus facilement au domicile. Et on a choisi de ne pas séparer l'emploi et l'habitat parce que pour ce profil de personnes
autiste, il est très important de pouvoir avoir la globalité de la prise en charge de la personne pour pouvoir aller jusqu'au travail. C'est-à-dire que le travail, c'est pas seulement sur le lieu de travail, mais c'est s'entraîner à travailler sur les après-midi, c'est prendre les transports en commun pour pouvoir aller au travail, c'est bien dormir pour pouvoir être en forme au travail, c'est bien m'alimenter pour pouvoir pas faire une hypoglycémie au travail. Donc c'est toute cette prise en charge qui fait qu'on est bien au travail. Je vous entends pas, Caroline, le micro est coupé. Sonne un peu les questions pour qu'il n'y ait pas de redondance dans les Mm, réponses pour le temps qui nous reste imparti. Alors, on a Annick Tabé qui pose la question du coût du dispositif mm, euh, global et l'aide versée par l'ARS à ce mm. dispositif. Alors, effectivement, c'est un cofinancement. Donc, l'instruction ministérielle, parce que on a fait voilà, 10 ans d'expérimentation, donc autant vous dire que sur chaque territoire, il y a eu des financements et des cadres juridiques très différents, avec des budgets très différents. L'instruction qui va sortir devrait annoncer la création de SAMSA Emploi et Habitat, qui seront bien entendu différents des SAMSA que vous connaissez, puisque ces SAMSA-là vont intervenir au travail et pas sous forme de séance, mais de façon pérenne et sur la partie habitat également. Je vous laisserai découvrir dans l'instruction les montants. En général, sur l'ensemble de nos dispositifs, on est autour de 60 000 euros la place pour une personne qui est normalement accompagnée en femme masse ou foyer de vie. Alors, est-ce que vous avez finalement, au terme de ces 10 ans d'expérience, des situations avec du recul, c'est-à-dire des salariés qui sont restés plusieurs années dans l'entreprise ou des entreprises qui ont pu contractualiser avec vous pendant plusieurs années? Et est-ce que ce recul, vous pouvez nous en faire part? Alors, oui, l'ensemble des dispositifs ouverts, en fait, les salariés sont en CDI, hein, donc ils en démissionneront quand ils le souhaiteront, mais tous les collaborateurs qui sont sur nos dispositifs et qui ont signé des CDI sont toujours dans les entreprises. Donc, chez Andros, il y en a qui ont 10 ans d'ancienneté. Voilà, les dispositifs les plus vieux, à part celui de Andros, ils ont entre 4 et 5 ans. Tous les collaborateurs voilà, qui ont signé leur CDI, ils sont toujours. Et sur l'ensemble des collaborateurs, on a eu 4 sorties du dispositif pour des collaborateurs, 2 qui ont eu des problèmes de santé qui n'avaient pas forcément été identifiés en amont. Un qui, quand on a mis en place tous les systèmes de communication, parce que la plupart arrivent sans système de communication, donc quand on a mis le système de communication, il a pu nous dire que c'était le désir de ses parents, mais pas le sien, que de travailler. Et un autre avec des troubles du comportement qui n'ont pas pu être gérés au sein de l'entreprise et donc qui a dû sortir parce que aucune possibilité pour la famille de vouloir mettre en place un traitement qui puisse essayer d'agir dessus. On a aussi beaucoup de questions autour de la possibilité pour des associations de taille plus modeste de pouvoir ou collaborer ou créer ce type de dispositif inclusif. Mm. Alors nous, effectivement, on travaille beaucoup avec des grandes associations dont on connaît le nom au niveau national, mais en fait, c'est souvent sur un territoire, l'Agence régionale de santé et le conseil départemental qui vont induire voilà, l'orientation vers l'association. L'instruction qui va sortir va demander un appel à manifestation d'intérêt sur chaque territoire et donc n'importe quelle association pourra postuler sur cet appel à projet pour pouvoir développer ce type d'accompagnement sur les territoires. Enfin, on a une autre question de Christelle Davoust sur le type de professionnels qui peuvent être intégrés par VETA. Est-ce qu'il s'agit de psychologues, de neuropsychologues, d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs? Avec qui vous travaillez? Alors, on a pour habitude, souvent, il y a une coordo de ces dispositifs qui doit être, elle, très formée aux méthodes d'accompagnement des personnes autistes qu'on a citées tout à l'heure de la HAS, souvent neuropsychologue ou éducatrice spécialisée très formée. Et ensuite, on va avoir la plupart du temps, je vais vous faire bondir peut-être, mais des AES, des personnes qui n'avaient pas destination à pouvoir intervenir sur le travail. Mais comme je vous ai dit,
tous les professionnels qui rentrent sur ce dispositif vont bénéficier de formations et de supervision qui vont leur permettre d'acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires pour accompagner les personnes. Mais bien entendu, bah, quelquefois, on a aussi des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés. Tout dépend des financements qu'on arrive à obtenir des agences régionales de santé et des conseils départementaux. Mais le plus souvent, ce sont des AES qui vont être formés et supervisés. Est-ce que la personne qui va travailler a besoin de compétences spécifiques ou est-ce que tout usager peut travailler? En gros, je pense, ce qui sous-tend la question, est-ce qu'il y a un profil de travailleur par le système VETA ou on s'adapte à chacun? On va s'adapter à chacun, mais comme Sandrine vous le disait tout à l'heure, en fait, on va surtout s'adapter aux besoins de recrutement dans l'entreprise. Donc, quand on fait une étude de faisabilité, on fait une étude de faisabilité des postes de travail, mais aussi de l'ensemble de l'entreprise, donc sur les particularités sensorielles de l'entreprise, notamment de comment je circule, etc. dans l'entreprise. Ça va nous donner un candidat qu'on va aller rechercher. Si je fais de la caricature, si je suis dans une entreprise très bruyante, je vais plutôt aller chercher une personne autiste qui a un profil au niveau sensoriel, au niveau du bruit, hyposensible que hypersensible. Donc en fait, on va mettre en adéquation un environnement d'entreprise et des particularités de la personne autiste. Si je vous dis là en ce moment, on travaille avec Louis Vuitton sur la maroquinerie, on va aller chercher des personnes autistes qui ont la motricité fine très développée. Voilà, en fait, on va comme quand on recrute de façon spontanée, chercher les compétences dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de tous les bilans que l'on fait faire avant que la personne autiste arrive, neurosensorielle, etc. Voilà, pour avoir des indications en fait de comment fonctionne cette personne pour la mettre en adéquation. Donc, c'est pas n'importe quelle personne autiste pour n'importe quelle entreprise, c'est le profil de la personne autiste qui correspond le mieux à l'entreprise aussi pour que la personne autiste puisse s'épanouir, c'est-à-dire que si elle adore tout ce qui est de l'ordre de la motricité fine dans ses activités de loisirs, souvent, parce que c'est là où elles vont être testées, bah, elle va probablement aussi adorer ce qu'on peut lui proposer comme poste dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est plutôt comme ça que l'on réfléchit. La limite que l'on peut avoir sur le choix, ça va être des comorbidités comme l'épilepsie non stabilisée dans une usine où c'est très mécanisé, etc., pour les risques pour la personne. Ça va être la personne qui porte des protections parce que dans l'agroalimentaire, ben, on ne peut pas aller avec une protection si on ne maîtrise pas la continence, etc. Ça va plutôt être des choses comme ça. Voilà. qu'on va- Est-ce que ce sont des contrats pérennes? Est-ce que les usagers signent des CDI? Comment ça se passe? Alors, elles vont rentrer sur une période initiale de formation, soit sous forme de stage. On a obtenu sur certains départements des personnes qui n'auraient jamais été orientées en ESAT, mais qu'elles puissent avoir une orientation ESAT pour avoir une période de détachement. Voilà, donc ça, c'est cette période-là de formation, entre guillemets, c'est 6 mois. Qui est renouvelable une fois, pour permettre à l'entreprise d'observer ce collaborateur un peu particulier, mais aussi pour permettre à la personne autiste de mettre du sens à c'est quoi le travail, puisqu'on leur a jamais parlé de travail pendant 25-30 ans. Donc ça permet à chacun bah, de voir si j'ai envie ou j'ai pas envie voilà, de poursuivre. Mais ensuite, ils sont en CDI. Comme un CDI ordinaire, voilà, on signe son CDI, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs, ils passent des entretiens annuels avec des pictos, etc. Voilà, donc en fait, ils ont un CDI de droit commun, pérenne, avec un accompagnement éducatif pérenne. Est-ce que l'orientation vers le dispositif VETA dépend de la MDPH? Alors, il ne dépend plus des MDPH en soi, il va dépendre des MDPH parce qu'on va travailler avec la MDPH pour aller chercher ces personnes autistes sur les territoires, mais pas que, parce qu'on s'appuie sur toutes les associations de familles ou associations qui accompagnent des personnes autistes de ce type-là pour leur présenter le projet. Mais les MDPH ne vont plus avoir l'orientation milieu ordinaire, donc il y a une grosse transformation en France aujourd'hui pour tout ce qui est orientation professionnelle. Donc, c'est ce qu'on va nous annoncer beaucoup avec France Travail. Donc, je sais que ça va vous faire bondir probablement France Travail avec des adultes autistes sévères, mais en tout cas, voilà, ça ne dépend plus l'orientation professionnelle de la MDPH. Alors, je pose des questions, il y en a beaucoup, beaucoup hein, dans le chat. Je crois que ça intéresse vraiment beaucoup. Alors, quelle est la tranche d'âge des personnes accueillies?
La plupart du temps, sur nos dispositifs, on est entre 20 et 40 ans. Ce qu'on sait, c'est que le plus souvent, on travaille d'abord sur les personnes qui sont sans solution à domicile. La deuxième porte d'entrée, ce sont plutôt des personnes qui sont en amendement Creton, en IME, mais avec les orientations dont je vous ai dit tout à l'heure, masse, femme, foyer de vie. Tout ça parce que c'est des chaises communicantes, hein. Si on libère des places, les enfants peuvent rentrer et on libère aussi du coup des places pour les établissements adultes. Et aussi parce que l'habitat arrive dans un second temps en général et que pour faire sortir une personne de masse ou de foyer de vie, il faut pouvoir proposer la même prestation en face, c'est-à-dire que la personne ait un habitat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on est plutôt voilà, sur ce fonctionnement-là. Alors, on a une question aussi de Céline Jean-Charles qui demande si, en fait, le modèle est le suivant. Est-ce qu'une association gestionnaire qui aurait envie d'investir l'inclusion par le travail pourrait en quelque sorte contractualiser un dispositif VETA et le proposer à différentes personnes qui sont accueillies au sein de son ESMS? Est-ce que ça pourrait se passer comme ça? Ça se passe pas tout à fait comme ça, mais comme je vous l'ai dit, l'instruction va réglementer comment ça peut se passer. C'est appel à manifestation d'intérêt. L'ARS et le CD choisissent l'association qui sera porteuse de ce type de dispositif. Et voilà, c'est aujourd'hui, la réglementation va vers ça. Après, ça ne veut pas dire qu'à côté, il va rien pouvoir se passer en dehors des appels à manifestation d'intérêt. Donc nous, on a toujours eu l'habitude de travailler avec un maximum d'associations et on continuera à travailler avec un maximum d'associations pour continuer à avancer et à innover. Alors, on a aussi une question autour des territoires d'outre-mer. Est-ce que VETA est éventuellement présent en outre-mer? Alors, on a déjà été sur l'île de la Réunion. On n'a pas encore des entreprises qui se sont mobilisées, mais l'instruction, elle prévoit dans tous les départements de France et, et des dom-toms. Donc, on demande que ça. On ira avec plaisir. Ça demandera bien entendu une grande organisation. Mais pour tout vous dire, on est en France et on commence à accompagner certains pays parce que les groupes avec lesquels on travaille ont des entreprises internationales. Donc, notamment, Andros en Turquie recrute des personnes autrices. Andros en Chine aussi. On travaille en ce moment avec la Suisse et bientôt avec la Belgique. Donc, si on peut travailler avec d'autres pays, on peut travailler également sur les dom-toms. Alors, on a une remarque, je trouve, qui est très intéressante, c'est de dire finalement, est-ce que ce dispositif qui est très novateur, on ne devrait pas commencer à le travailler chez les adolescents? Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas, Oui. finalement, dès l'IME, Mm. commencer à travailler autour de l'employabilité de tous Tout à pour fait. que finalement la transition soit plus douce à l'âge adulte? C'est effectivement très bien pensé. Alors, vous l'aurez compris, nous, on a dû prendre le problème par un endroit. Ce qu'on voit, c'est que là où, en tout cas, on est intervenu, les territoires changent complètement leur façon de travailler en amont, puisque, par exemple, si on va chercher le premier candidat au sein d'un IME, parce qu'il est en amendement Creton, donc normalement il ne devrait plus y être, l'IME commence à travailler complètement différemment. Voilà. Donc on voit que, il y a des bénéfices secondaires sur les territoires où on en est. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. N'importe où se trouve n'importe quelle personne autiste, on doit maintenant arrêter de se limiter dans les projections qu'on en fait pour eux. Et on doit pouvoir se dire que il y a beaucoup de champs des possibles et qu'on doit pouvoir aller au maximum de ces champs des possibles en respectant bien entendu les besoins et les envies de ces personnes et en faisant attention que c'est bien l'envie de cette personne-là, mais ne jamais penser qu'ils seront capables que de faire de l'occupationnel. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dès tout petits, même pas forcément à l'adolescence, si enfin, les autres enfants qui vont à l'école, on considère d'eux qu'un jour ils vont aller au travail, il faudrait toujours pouvoir espérer tendre vers cela. Et comment est-ce que les personnes qui travaillent dans les femmes, dans les masses, etc., au contact des usagers, dans leur expertise du quotidien, vivent le dispositif? C'est en premier, je vais utiliser peut-être des mots un peu forts, hein, mais en premier, c'est souvent violent quand on arrive sur des institutions.
Je suis une ancienne du médico-social, hein. Moi, j'ai travaillé 27 ans dans le médico-social. Je suis éducatrice spécialisée à la base de formation et puis j'ai passé des masters pour être en direction d'établissement. Et je sais à quel point c'est compliqué quand on nous renvoie que bah, une personne qui est en masse, elle peut être au travail, en CDI, en milieu ordinaire. Il y a quand même un paradigme là énorme. Et donc, c'est assez violent parce que ça remet en cause les pratiques professionnelles que l'on a mis en place toutes ces années dans le médico-social. Cela dit, bah, il est grand temps, en fait, hein, parce que la loi de 2005 qui prône l'inclusion et qu'on met toujours plein de freins, peu importe que ce soit en forme de moyens financiers, etc. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus approuvé, ce n'est plus de l'expérimentation, c'est possible parce que ces personnes sont compétentes pour aller au travail. Donc, ça va remettre en cause beaucoup les pratiques professionnelles et il est grand temps aussi qu'on aille dans les écoles des travailleurs sociaux, mais paramédicaux, médicales, etc., pour pouvoir aussi agir sur la formation initiale pour que ça soit effectivement moins complexe de pouvoir accompagner tout ça. Peut-être Anne, pour vous, le mot de la fin, si vous avez des remarques à faire par rapport à l'expérience de la masse Beaujard. Alors, je l'ai un petit peu expliqué. Nous, ça offre des perspectives très intéressantes pour les professionnels. Je confirme complètement ce que vient de dire Marilyn Kos. C'est que le choc culturel, j'allais dire, à l'annonce du projet, eh bien, on l'a vécu. Aujourd'hui, les pratiques sont en train de changer. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'accompagnement, mais on a des professionnels investis parce que, Christine vous l'a dit, même pour eux, pouvoir se projeter ailleurs, enfin, en dehors d'une institution avec des personnes qui sont autistes, eh bien, c'est très novateur et c'est même très challengeant. Exactement. Très bien, donc il est temps pour nous de nous laisser. Alors, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui nous disent que ce webinaire a été trop court, hein, mais c'est voilà notre format. Nous gardons un webinaire d'1 heure, mais nous ne manquerons pas probablement de réinterroger la thématique de l'inclusion sociale par le travail, qui est quand même très très porteuse pour toutes les personnes avec troubles du neurodéveloppement sévère. Voilà, donc au revoir à tous, bonne Merci. journée et Merci. n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube pour la retranscription de ce webinaire et sur le site internet d'iMind pour avoir toutes les manifestations à venir. Bonne N'hésitez journée. pas également à aller sur notre site internet pour avoir d'autres informations et on répondra à vos questions dans le chat avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.